Nous sommes lundi 29 juin 2020. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français de ce lundi. Les titres pour démarrer. Ils sont au nombre de 15. Il s'agit des membres du nouveau gouvernement mis en place ce dimanche. Des postes presque entièrement occupés par des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Mais comme vous allez le suivre dans cette édition, la nouvelle équipe n'inspire pas confiance à grand nombre d'oppositions politiques, défenseurs des droits humains. Tous expriment la crainte de voir des crimes se poursuivre. Et dans la page économie, le Burundi est le dernier pays pauvre du monde. Cela ressort du classement de la Banque mondiale par le biais du service des statistiques de la comparaison internationale. Une crise politique et la suspension des aides extérieures comme sanction seraient à l'origine de cette situation. Voilà pour le sommaire. Démarrons cette édition par cette brève. Tôt ce matin, lundi vers 4 heures, un groupe d'hommes armés parlant le Kinyarwanda a été observé sur les collines de Ruhembe, zone de Bumba, commune de Kinanyana et Fumbegeti de la zone de Butahana, commune de Mabayi en province de Chibitoke. C'est le journal en ligne SOS Média. Il s'agirait du groupe qui a mené l'attaque contre la position rwandaise à Ruheru, selon les sources de SOS Média. Le groupe qui a mené l'attaque non loin de la frontière avec le Rwanda est basé dans la réserve de la Kibira sur les communes de Bukinanyana et Mabayi. D'après cette même source, certains des assaillants ont été récupérés par des militaires burundais. Deux d'entre eux, blessés gravement, ont été évacués à l'aide d'un véhicule de la FDN. Je vous le disais dans les titres, le nouveau gouvernement burundais rendu public ce dimanche est fait de 15 portefeuilles ministériels, alors que l'ancien gouvernement avait 21. Certains ministères ont été combinés pour former un seul ministère, ou bien un département d'un ministère a été déplacé dans un autre ministère. Dans ce gouvernement, les ministères clés ont été confiés aux gradés issus de la rébellion du CNDD-FDD et aux membres de la jeunesse Imbonerakure affiliés au parti au pouvoir. Les détails avec Thierry Biglindavi. Dans son nouveau gouvernement, les ministères de la Sécurité publique, de l'Intérieur et de la Formation patriotique, de la décentralisation et réforme institutionnelle ont été combinés pour former le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. Ce portefeuille a été confié au général Ndakoboucha Gervais, connu sous le sobriquet de Ndakugarika Jototu. Le ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche scientifique et le ministère de l'Éducation, Formation technique et professionnelle ont été combinés pour former le ministère de l'Éducation nationale et Recherche scientifique. Tandis que le ministère à la présidence chargée des affaires de la communauté est-africaine et le ministère de la Culture et des Sports ainsi que le ministère de la Jeunesse ont été combinés pour former le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. D'autres ministères ont changé de nom. Le ministère des Transports, des Travaux publics, de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire est devenu le ministère des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. Le ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale est devenu Affaires extérieures et de la Coopération au développement. Ce ministère a été confié à Albert Shingiro, qui était jusqu'ici l'ambassadeur du Burundi aux Nations Unies. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme devient le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme. Dans son nouveau gouvernement, seuls 5 ministres étaient dans l'ancien gouvernement. Il s'agit de Gaspard Manyangimbona à l'éducation, Domitien Deokobrayo aux finances, Tadem Ndikumana à la santé, Deogi Derurema à l'agriculture et élevage. Les 4 ont gardé le ministère, sauf Nibigira Ezekiel, qui a quitté le ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale pour devenir ministre des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture. Le tiers de ce gouvernement sont des femmes. Pour la première fois dans l'histoire du Burundi, une femme de l'ethnie Twa Imede Sabshimike entre au gouvernement en tant que ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Ce premier gouvernement du président Evariste Ndayishimiye est
monocolore. L'opposition n'a reçu aucune portefeuille ministériel. Seuls des ministres du nouveau gouvernement ne sont pas issus du parti CNDD-FDD ou ex-FDD. Il s'agit d'une femme de la société civile, Marie-Chantal Nijimbere, et M. Deogracias Sanganiyumwami, un membre du parti PIPU, qui a soutenu lui aussi le CNDD-FDD dans les récentes élections. Depuis 1993, il n'y avait jamais eu un gouvernement sans l'opposition au Burundi. Aussi, depuis la charte de l'unité nationale de février 1991, le président de la République du Burundi n'était pas de la même appartenance ethnique que son premier ministre. Pour la première fois aussi, depuis la signature de l'accord de paix d'Arusha, les ministres de la Défense et celui de la Sécurité publique sont issus de la même formation politique CNDD-FDD. De surcroît, le nouveau ministre de la Défense est membre de la jeunesse Imbonerakure du parti au pouvoir, qualifié de milice par les Nations Unies. Le premier ministre et chef de ce gouvernement et son super ministre de l'Intérieur, Sécurité publique et développement communautaire sont tous les deux sous sanctions internationales, le premier sous sanctions américaines et le second sous sanctions européennes. Ils sont soupçonnés d'avoir trempé dans les crimes commis au Burundi dans la répression qui a suivi les manifestations de 2015. Le nouveau puissant ministre Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika est cité dans la quasi-totalité des crimes, y compris l'assassinat de Ernest Manirumva qui était vice-président de l'OLICOM. Merci à Thierry Bigirindavi, car le Premier ministre est issu de l'armée dans un gouvernement ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la sécurité. Cela montre qu'il se prépare à une guerre. C'est le constat de Frédéric Vanvrignon-Villa, vice-président de la coalition CEFOR Arusha. Frédéric Vanvrignon-Villa précise également que les occupants de ces postes, Alain Guillaume Bougnoni et Gervais Ndirakobucha, sont accusés de crimes de violation des droits humains. Le gouvernement Bougnoni avait déjà annoncé ses couleurs depuis que le général Évariste a nommé son chef de cabinet, le général, un autre général qui devient chef de cabinet, et dès lors qu'il a aussi nommé son premier ministre, le général ou le maréchal Alain Guillaume Bougnoni, qui vient de mettre sur pied un gouvernement qu'il a soumis au président de la République. Et ce qui est étonnant dans ce gouvernement, c'est la présence d'un symbole de la répression qui est le ministre Ndirakobucha Gervais, alias Ndakugarika, en français « je te tue ». Observez la formation de ce gouvernement. Qu'est-ce que je constate? Le premier constat, c'est que c'est un gouvernement du CNDD-FDD à environ 80%. La mise en commun de 3 ministères et on les charge un certain Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika, un symbole de la répression. Tous ces secteurs concernent la vie nationale, la vie du citoyen. Ça signifie que le citoyen est un citoyen qui va être malheureux. Nous avons un nouveau ministre de la Défense qui était le gouverneur de Kirundo, mais qui est en réalité parmi les chefs des Imbonerakure. Aussi, l'ancien patron des Imbonerakure, Ezekiel, il vient d'être nommé à la tête de l'EAC. Ce gouvernement ou ce pouvoir CNDD-FDD, c'est un pouvoir qui ne devrait pas être, qui n'est pas à sa place. Parce que le peuple n'a pas élu le CNDD-FDD. Le peuple a élu le CNL. Et le CNL n'est pas en train de diriger. Donc, cela peut signifier, cela peut se matérialiser par cette présence massive des généraux au sommet de l'État. Ça veut dire que, quelque part, ils se préparent, soit pour guerroyer avec le peuple, soit pour guerroyer avec un autre ennemi, on ne sait pas, soit avec les deux. En tout cas, rien n'est sûr. C'est toute une inquiétude qui est posée quant à l'avenir du peuple burundais. Le nouveau gouvernement burundais est un gouvernement militaire, comme quoi le pays se prépare déjà à une guerre. L'avis est de Gustave Nyonzima, vice-président du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes et de droit international commis au Burundi. Maître Gustave Nyonzima dit également que ce gouvernement, basé sur le monopartisme, vient enterrer définitivement les accords d'Arusha. On vient de voir que le nouveau gouvernement regorge des gens qui ont préalablement des mains sanguinolentes par rapport aux crimes odieux commis au Burundi.
depuis l'avènement même du CNDD au pouvoir, plus particulièrement depuis 2015 à 2020. Les équilibres ethniques qui étaient exigés par les accords d'Arusha, ainsi que même la constitution de 2005 qui en émane, vient d'être battue en brèche. On vient de voir même au sein du ministère de la Défense, depuis 2016, on met un civil à son ministère régalien. Et même ce ministère a été galvaudé par les velléités du pouvoir en place. On voit qu'il n'y a aucun espoir par rapport au changement. Et même au ministère de la Sécurité publique et de l'Intérieur et du Développement communautaire, ce sont 3 ministères qui viennent d'être mis en un seul ministère pour être présidé par quelqu'un qui est ici du CNDD-FDD au moment où il était au maquis, et quelqu'un qui est toujours cité dans les rapports des droits de l'homme, dans les rapports onusiens, qui a même fait un rôle prépondérant dans l'assassinat de l'activiste de la société civile Ernest Manirumva, mais aussi qui a été l'artisan de la répression sanglante des manifestants contre le 3e mandat jusqu'à présent, qui est toujours cité dans des cas de disparition forcée, qui est même sous les sanctions de l'Union européenne. On dirait qu'il se prépare contre une guerre ou il se prépare à fomenter quelque chose qui n'aspire pas au changement, qui n'aspire pas la paix, qui n'aspire pas au respect des droits de l'homme. L'un d'autres figures introduites dans le nouveau gouvernement est l'ambassadeur Albert Shingiro, poste de ministre des Relations extérieures. Pour le journaliste photographe Teddy Mazina, Albert Shingiro est beaucoup plus connu pour sa négation ouverte du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. C'était lors d'une réunion du Conseil des Nations Unies pour les droits humains à Genève, en Suisse. Pour Teddy Mazina, sa nomination n'est pas de nature à apaiser les conflits diplomatiques dans la région et dans le monde. Moi, je peux louer même le combat de Shingiro de son côté, dans le sens où c'est quelqu'un qui s'est débattu au moment où le Burundi était en train de massacrer, au moment où nous étions en train de tuer, que le monde entier regardait, le monde entier savait. Il s'est débattu pour essayer de défendre l'indéfendable comme un bon fidèle. Ça reste de la complicité de crime, ça reste quelqu'un qui a soutenu et qui est là, encore une fois, pour un régime criminel, que les Burundais savent criminel, que les Burundais ont reconnu comme criminel, sous des discours empreints de notions de souveraineté réinventées et d'alliance avec parfois la Russie ou la Chine pour bloquer les résolutions contre le Burundi. C'est principalement le travail qu'il a fait aux Nations Unies. La deuxième chose, c'est que Shingiro est connu pour sa négation ouverte du génocide commis contre les Tutsis du Rwanda à Genève au moment d'une réunion du Conseil des Nations Unies pour les droits humains. Normalement, dans un pays normal, dans un pays non négationniste, si l'État burundais ou les membres de son parti n'endossaient pas ce discours, c'est quelqu'un qui aurait dû être démis et puni. Nier le massacre d'1 million de membres d'une ethnie du pays voisin était scandaleux et a scandalisé tout le monde. Ce qui se passe, ou ce qui s'est passé d'abord, c'est que Nkurunziza lui a remis une médaille pour son travail, mais qu'aujourd'hui, ce gouvernement qui avait la chance d'implémenter ou d'insuffler ou de montrer une nouvelle direction pour sortir le Burundi et de son marasme économique et de son isolement diplomatique, mais aussi de ces massacres des centaines de milliers de réfugiés et tout, il envoie un message en disant « on ne reconnaît pas le génocide contre les Tutsis du Rwanda de 1994 », et c'est un message envoyé aux Tutsis du Burundi aussi. Ça veut dire que la valeur de ce que les gens sont ne sera pas reconnue par cet État. Ils assument ouvertement en nommant cet homme à ce poste et ils veulent l'envoyer représenter à l'international. Ce qu'ils ignorent, la grosse erreur qu'ils font, à mon avis, c'est que comment voulez-vous avoir des relations saines avec des voisins quand vous avez un ministre des Affaires étrangères de cet acabit? Comment voulez-vous voyager librement? Comment voulez-vous être perçu comme un pays normal quand vous niez un génocide reconnu par la terre entière et par les Nations Unies d'un pays meurtri qui se sort de sa misère? Donc je pense que
de ce point de vue-là, il y a une erreur grossière, mais qui n'est pas étonnante. Ce gouvernement est dirigé par des généraux qui sont eux aussi poursuivis pour les crimes commis au Burundi. Il fait la promotion finalement de ce conflit larvé contre l'Occident. On a entendu le discours d'investiture du général Neva, mais ce n'est pas de nature à apaiser ni la région, ni les esprits. Le journal poursuit. Certaines nominations du gouvernement du Burundi sont très inquiétantes parce que certains d'entre eux sont accusés de crimes dans le passé. Les Burundais se demandent d'où proviendront la justice et la paix, comme l'avait promis le président Evariste Ndayishimiye pendant la période de la campagne électorale. L'inquiétude est de Karina Tarsakian, chercheuse au sein de l'initiative pour les droits de l'homme au Burundi. Suivez. Certaines nominations au sein du nouveau gouvernement au Burundi sont très inquiétantes en termes de respect pour les droits humains. Le président Evariste Ndayishimiye avait plusieurs fois promis de bâtir un pays sur la base de respect pour les droits humains, pour la démocratie, pour la justice. Il l'avait dit pendant son discours d'investiture d'ailleurs. Mais voilà qu'il nomme certaines personnes qui ont un passé très, très sanglant, notamment le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Gervais Ndirakobucha, alias Dakugarika, son surnom qui veut dire « je vais te tuer ». Et ce n'est pas pour rien, c'est quelqu'un qui a trempé dans de graves violations des droits humains. La nomination au poste de Premier ministre d'Alain Guillaume Bunyoni est aussi un signal très clair. C'est quelqu'un qui incarne l'aile dure du parti au pouvoir, donc là aussi, ce n'est pas un signal encourageant. C'est en fait un coup dur pour les victimes et les familles des victimes de violations des droits humains au Burundi. À l'heure actuelle, il y a de très nombreuses familles qui sont toujours en attente de la justice, qui ont été soit elles-mêmes victimes de torture ou dont des membres de leur famille ont été victimes d'assassinats politiques, y compris dans la période très récente, même pendant la campagne électorale du mois de mai 2020. Et ces personnes-là doivent maintenant être en train de se poser beaucoup de questions sur leurs espoirs d'un jour voir la justice pour ce qui est arrivé au leur. C'est une situation vraiment qui nous préoccupe beaucoup. Et justement, parlant toujours des droits de l'homme, dans la suite de sa campagne intitulée « Le prix mortel d'opposition », l'initiative pour les droits humains au Burundi nous parle aujourd'hui du troisième cas. C'est celui de Fozia Basesouabo, une femme qui a été battue à mort par des Imbonerakure au mois de février dans la province de Muyinga. Elle a été accusée d'être membre du parti CNL. Les auteurs de ce crime sont toujours en liberté. Suivez Karina Tarsakian, chercheuse au sein de cette initiative. Le troisième cas dans notre série, le prix mortel de l'opposition, concerne une femme, Fawzia Basesouabo, âgée de 54 ans, de la province de Muyinga, qui a été battue à mort par des Imbonerakure. Tout a commencé le 26 février 2020, lorsqu'il y a eu une bagarre entre deux membres du CNL, dont l'un était le fils de Fawzia, et un Imbonerakure. L'Imbonerakure a été blessé pendant cet affrontement et a ensuite promis de se venger. Il a appelé beaucoup d'autres Imbonerakure dans la localité et leur a dit qu'il fallait pourchasser les membres du CNL. Un grand groupe d'Imbonerakure est donc arrivé chez Selemani Rwasa, c'est le mari de Fawzia. Et ils ont commencé à battre Selemani et ses trois fils avec des armes blanches. Ils étaient accompagnés du chef de la colline, Gianni, qui a participé également à l'attaque. Pendant l'attaque, Fawzia elle-même s'est enfuie pour échapper à la violence, mais malheureusement, certains Imbonerakure l'ont rattrapée et l'ont battue, elle aussi, très violemment avec des gourdins. Elle était gravement blessée. Elle a cherché à se faire soigner dans les jours suivants, mais malheureusement, le centre de santé n'a pas pu lui fournir des soins spécialisés et elle est morte de ses blessures le 4 mars.
2 Imbonerakure avaient été arrêtés suite à ces événements, arrêtés par la police, mais 2 semaines plus tard, ils ont été libérés. Et donc, une fois de plus, les auteurs de ces crimes graves à motivation politique ont réussi à échapper à la justice. Jusqu'à présent, la famille de Fauzia est toujours en attente de la justice. Économie à présent, le Burundi est le premier pays pauvre du monde. Cela ressort du classement de la Banque mondiale et par le biais du service des statistiques de la comparaison internationale. 784 dollars américains, soit près de 1 400 000 francs burundais, est le seuil annuel du produit intérieur brut du citoyen burundais au cours de l'année. Le classement de la Banque mondiale évoque la croissance démographique comme défi principal de l'amélioration des vies en Afrique subsaharienne et pour le Burundi, le faible taux d'importation pour pouvoir générer les devises, n'est-ce pas, Révérien Bazikam? C'est un rapport publié au mois de mai 2020 à référence des indicateurs et des résultats de 2017. Il consiste à examiner les économies des pays et par conséquent la vie au quotidien des citoyens par rapport aux économies de les pays. La Banque mondiale se ressource à l'aide de ces indicateurs pour établir le seuil de pauvreté des pays par rapport à les économies et les pouvoirs d'achat de les citoyens via le programme de comparaison internationale. Dans son rapport, l'Afrique subsaharienne est la zone la plus défavorisée du monde puisque sa part dans la richesse mondiale est de 3,1%, alors que sa population est estimée à 14,2% de la population mondiale. Sa forte croissance démographique pénalise l'amélioration de son niveau de vie puisque son produit intérieur brut a progressé de 24,8% entre 2011 et 2017. La Banque mondiale classe le Burundi le premier pays pauvre dans le monde avec 784 dollars américains du produit intérieur brut des citoyens par an, soit près d'1 400 000 francs burundais. Seuls 3% de la population burundaise ont les moyens pour assurer la survie de leurs familles et en vivre, un logement et éducation de leurs enfants. La pauvreté atteint surtout les habitants ruraux et touche principalement les petits agriculteurs. En Afrique centrale, la Centrafrique vient en 3e position avec 937 dollars américains pour le citoyen centrafricain par an. Dans ce rapport, certains pays ont connu un dynamisme surprenant de leurs économies, entre autres le Rwanda et l'Éthiopie, qui affichent le taux de croissance annuel record de 8 à 10%, calculé en produit intérieur brut classique selon toujours le rapport. Ce classement de la Banque mondiale est fait sur 76 pays dans le monde. Merci à Révérien Bazikangé. La place du Burundi ne devrait étonner personne car le pays vit dans une crise politique et ne reçoit plus des aides extérieures comme sanctions. C'est l'explication que donne ici Faustin Ndikumana, expert économiste à cette dernière place qu'occupe le Burundi dans le monde. D'abord, il faut mettre fin à cette instabilité politique et cette mentalité de la classe politique égoïste qui est là pour régner sans gouverner, sans s'intéresser à l'intérêt général de la nation. Cette instabilité politique a coûté cher au développement de notre pays. Une classe politique qui est là pour régner, pour gérer ses intérêts, sans s'occuper des véritables défis du pays. Ça veut dire les plans de développement sont là, ils restent dans le tiroir et l'intérêt de la classe politique qui gère le pays est ailleurs. Le potentiel économique est là. Les programmes de développement ont été élaborés depuis longtemps. Qu'est-ce qui manque? C'est ce que il y a des crises politiques. Je vous ai dit, le pays est développé par la classe politique qui est au pouvoir. Donc, si la classe politique, s'il y a toujours des tensions politiques, on peut dire justement dans l'assainissement de la situation politique au lieu de se concentrer sur les véritables défis du développement. Il faut parvenir aussi à mobiliser les moyens. Ça, on fait un projet devient effectif s'il parvient de mobiliser des moyens. Si on parle de mobiliser des moyens intérieurs et extérieurs, peut-être ça de développement. Et aussi l'application des ressources humaines et compétences pour l'administration des projets de développement. Un projet de développement doit être évalué, doit être géré efficacement. Reste alors, c'est la condition, il faut combattre le détournement, l'enrichissement illicite. Et en bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce lundi
252 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende à million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Moses et Gide Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien. C'est ce qui prend fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.